Nous recevons le journaliste togolais Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre. Avec lui, nous allons parler de la Guinée-Bissau, signe particulier, coup d'État. Bonjour Emmanuel Vivien Tomi, vous allez bien? Je vais bien, bonjour, c'est un plaisir de te retrouver Michel et de retrouver aussi les téléspectateurs et les téléspectatrices de par le monde, surtout les Africains. C'est un plaisir de vous retrouver également avec vous. Nous allons parler de cette tentative de coup d'État en Guinée-Bissau où le président Umaru Sissoko Embalo et son gouvernement ont été visés. Votre réaction, Emmanuel Vivien Tomi, sur cette tentative de coup d'État? Vous savez, tout d'abord, je vais commencer par définir ce qu'on appelle coup d'État en réalité. Le coup d'État, c'est le renversement d'un pouvoir d'une façon illégale par des personnes investies de force ou non. Le coup d'État n'a rien à voir avec la démocratie en réalité. Et le coup d'État est à dissocier aussi de la révolution. Parce que la révolution, elle émane souvent du peuple, elle est populaire et elle peut être jugée plus ou moins comme une décision commune du peuple de changer quelque chose. Ouais. Le coup d'État, c'est des personnes, un groupe qui veut prendre le pouvoir, mais pas d'une façon démocratique, mais en passant par effectivement la force des armes. On appelle dans ce cas cela un putsch. Ouais. Alors, dans le cas de ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, Dieu merci, où on dirait que le président Embalo a eu beaucoup de chance. Il y a eu une tentative justement de coup d'État qui n'a pas marché. Une tentative qui n'a pas marché parce que le 1er février, le gouvernement et le président étaient là avec même des hauts gradés de l'armée enfermés dans le palais et il y a des coups de feu qui ont commencé par tirer en l'air d'abord et puis après il y a des personnes qui étaient bien armées mais qui étaient en civil, des militaires en civil et qui sont rentrés et qui ont pris de force le bâtiment. Le bâtiment. Donc pendant des heures, c'était la panique générale, on ne maîtrisait rien et puis il y avait eu cette intervention du directeur de cabinet du Premier ministre qui a encore fait plus peur parce que il dit à cet instant, je n'ai pas les nouvelles du président, je n'ai pas les nouvelles du Premier ministre. Or, on savait que tout le pouvoir, pratiquement, était là et il y avait cette attaque. Alors, il a fallu un moment pour que l'armée loyale et républicaine prenne ses dispositions avec la gendarmerie, la police et les gardes du président pour pouvoir lancer une attaque et prendre le dessus de ce coup-là qui était en préparation. Il y a eu beaucoup de morts. Non. On parle de 11 morts. Officiellement, on parle de 11 morts, mais on sait comment ça se passe. Ouais. C'est une tentative qui a donc échoué. Et ils doivent répondre de la loi. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que les coups d'État contribuent au développement des pays. Les coups d'État constituent un recul. Un démocrate ne devrait pas apprécier un coup d'État. Un coup d'État, ce n'est pas une révolution. On ne sait pas trop les objectifs réels que ceux qui font les coups d'État ont en tête avant de lancer leur projet. Donc je crois qu'en démocratie, la meilleure façon de prendre le pouvoir, c'est de passer par les urnes. Maintenant, si vous êtes sûr que c'est le peuple lui-même qui veut un renversement, parce que le peuple peut demander un changement de régime. Il y a eu la Révolution française, il y a eu beaucoup d'autres révolutions. Même en Afrique, il y a eu le vent de l'Est dans les années 90 qui a balayé. Et puis il y a eu le printemps arabe. Le peuple se lève et dit non. Maintenant, ce qu'il ne faut pas confondre aussi, quand vous êtes citoyen, le peuple peut faire sa révolution, mais des citoyens qui ont cassé peuvent répondre. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, vous êtes filmé. Après, même si la révolution a eu gain de cause, vous pouvez être appelé à répondre de vos actes si vous avez cassé des feux tricolores, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est comme une sorte d'épidémie, pour ne pas dire pandémie. C'est une épidémie en Afrique. Et surtout dans la sous-région, on pense que après la Guinée, après le Mali, après la Guinée, après le Burkina, il faut qu'il y ait un autre pays. Et que ce soit les médias comme les citoyens, tout le monde attend pour qu'on lui dise, écoutez, il y a encore des armes qui ont crépité dans ce palais présidentiel. On dit, ah oui, à qui le tour? Mais non. Où va notre démocratie? Nous sommes en 2022. S'il faut retourner dans les années de 63, s'il faut retourner dans les années 85, 87,
Mais là, je crois que l'Afrique a un problème. Aujourd'hui, nous devons nous dire la vérité. Ceux qui font les coups d'État ne le font pas au nom de tout le peuple. Mais justement, quand vous faites un coup d'État, il y a des critères qu'il faut essayer de rassembler très vite. Lesquels, Emmanuel Si Dizia? c'est un groupe de militaires qui fait un coup d'État, il faut nécessairement qu'une partie de la société civile ou des acteurs politiques soutiennent le coup ou soutiennent les poutistes. Si vous n'avez pas le soutien d'une partie de la population ou de la société civile ou des acteurs politiques, vous serez confronté à la communauté internationale, entre guillemets, qui va vous faire la guerre et qui peut vous chasser. C'est ça qui a fait qu'il y a eu des coups qui ont été étouffés dans l'œuf. Oui. Alors, comment ça se passe? Il n'y a jamais eu de coup d'État seulement militaire. Le coup d'État militaire est souvent accompagné de la présence de certains civils. Parce que quand vous avez fini le coup, quand vous avez réussi, il faut que des personnes aillent sur les médias pour expliquer le bien fondé du coup. Il faut appeler les jeunes pour les sensibiliser. Il faut mettre certains citoyens dans la rue pour dire, pour soi-disant, vous soutenir. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'il faut réunir. Maintenant, il y a des coups d'État qui sont bien préparés, qui réussissent. Il y a des coups d'État qui se font dans l'improvisation. Et des fois, cela amène à un bain de sang. Et malheureusement, comme on le dit dans le jargon, le nettoyage vite fait et on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, dans le cas de la Guinée-Bissau, justement, il y a un groupe de militaires qui voulaient prendre le pouvoir. Malheureusement pour eux, ils ont d'abord affaire à un militaire aussi. Parce qu'Ambalo est un ancien général de brigade. Donc il n'est pas n'importe qui. Un général, quand même, ça veut dire que la personne a gravi des échelons. La personne sait ce qu'on appelle la guerre. La personne sait ce qu'on appelle stratégie de guerre. Et justement, Ambalo a même étudié la stratégie de guerre. Ah donc, il répondait aux médias, je n'ai pas eu peur. Non, il dit, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas eu peur, mais je suis un militaire. En réalité, il a fallu de peu pour que le pouvoir soit renversé. C'est justement quand le directeur de cabinet du Premier ministre a fait cette intervention vers un média que l'armée républicaine a dit, mais non, écoutez, on ne va pas se laisser faire quand même. Vous êtes un général, vous avez un nombre de troupes que vous commandez. Oui. Vous êtes un colonel, il y a quand même un nombre de militaires sous vos ordres. Donc, les bataillons se sont réunis, les officiers supérieurs, la gendarmerie et puis les gardes de la présidence se sont dit, mais attention, même s'il faut mourir quand même, il faut mourir dignement. C'est ce qui fait que les réseaux sociaux ont montré beaucoup de corps de militaires en uniforme par terre. Par contre, pour éviter qu'on sache de quel corps de l'armée ils venaient, les poutistes se sont tout simplement habillés en civil. Mais ils étaient armés jusqu'aux dents. Donc, en Guinée-Bissau, contrairement au Mali, contrairement à la Guinée-Conakry, contrairement au Burkina Faso, le coup d'État a échoué, du moins pour le moment. Du moins, c'est ce que le président nous a annoncé. Oui. Et quand il y a un coup d'État, la première personne qu'on recherche d'abord, c'est le chef de l'État. Mais cette fois-ci, le chef de l'État lui-même est sorti pour parler, pour rassurer la presse et l'opinion nationale et internationale. Et en même temps, peu après, le gouvernement, par son porte-parole, a sorti un communiqué et a expliqué le nombre de morts qu'il y avait eu d'une façon officielle. Alors, qu'est-ce qu'il reproche au président Umaro Sissoco Embalo? Lui-même, il a parlé de sa lutte contre la corruption et contre les narcotrafiquants. Vous savez, un pays comme la Guinée-Bissau, il y a beaucoup de narcotrafic d'abord, et la corruption fait le même chemin pratiquement avec la drogue. Un pays dans lequel la drogue circule facilement, ça veut dire que c'est un pays corrompu. Parce que si effectivement les autorités sécuritaires, si les autorités administratives étaient fermes, cela devait bloquer quand même en partie le chemin à la prolifération de la drogue. Alors la Guinée-Bissau a été une plaque tournante du trafic de tout genre, le trafic de drogue, le trafic des stupéfiants. Et à un moment, ça faisait peur parce qu'il y avait des groupes qui s'attaquaient entre eux. Alors, M. Ambalo a dit,
je vais lutter contre la corruption. Je vais lutter contre le narcotrafic. Je veux que mon pays soit bien vu. Je veux effectivement rendre propre la Guinée-Bissau. Malheureusement, tout le monde ne voit pas les choses de ce même Ça doit faire des mécontents. de ce taille-là. Et donc, cela fait des mécontents. Première chose. Seconde chose, celui qui était le pont entre l'armée et le président et les partis politiques est malheureusement décédé. Donc, il n'y a plus tellement ce joker-là pour pouvoir faire taire les armes. Parce que, tenez-vous bien, en Guinée-Bissau, il y a eu déjà plus de 15 tentatives de coup d'État et environ 5 coups d'État réussis. Le président Embalo est venu juste après les élections de 2019. Mais déjà en 2012, il y avait eu encore un coup d'État, vous vous souvenez sans doute. Alors aujourd'hui, le torchon brûle un peu entre le Premier ministre et le chef de l'État. Or, les deux s'étaient associés pour pouvoir gagner le deuxième tour. Parce que Embalo n'était pas en bonne position pour le deuxième tour, mais avec cette coalition qu'il a pu faire, notamment avec son Premier ministre actuel, il a pu remporter la victoire, du moins. Il a été proclamé vainqueur par la Cour suprême. Alors aujourd'hui, ça ne passe pas tellement, parce que M. Embalo veut même nommer un vice-premier ministre. Vous savez, quand vous êtes directeur général, tout court, et puis à un moment, un autre, votre supérieur vient vous dire, je vous ajoute un directeur général adjoint qui se trouve être l'un de ses plus proches. Vous sentez que votre fauteuil est menacé. On est en train de prendre progressivement votre place. Et puis, vous savez que c'est aussi devenu une sorte, je ne sais pas, de drogue, parce que les pays africains ont connu les coups d'État pendant longtemps. Je ne vais plus revenir sur le cas du Togo. En 1963, déjà, on avait coup d'État. Le Burkina, il y a eu beaucoup de coups d'État aussi. Presque tous les pays africains, surtout l'Afrique noire, ont connu des coups d'État ou des renversements de gouvernement. Il y a eu même des coups d'État qui n'ont pas quand même touché au président de la République. Il y a des gouvernements qui ont été renversés. Alors, à un moment, avec les différentes chartes, on se disait que, bon, écoutez, on a fermé la page des coups d'État. Et brusquement, au Mali, la dernière fois, parce que je ne veux pas revenir nécessairement sur le cas du Tchad, mais au Tchad, en réalité, le président est mort, ce n'est pas le fils du président qui devait prendre le pouvoir. Ah oui. Après la mort du président, selon la constitution du Tchad, c'est le président de l'Assemblée nationale que j'ai eu la chance de lire un peu, c'est le président de l'Assemblée nationale lui-même a dit qu'il est malade. Qui prend le pouvoir. Maintenant, si le président de l'Assemblée nationale est malade ou est en dehors du pays, comme ce fut le cas en 2005 au Togo, il y a le premier vice-président, ou le deuxième, ou le troisième, ou même le sixième vice-président. Mais en aucun cas, la constitution du Tchad n'a prévu que parce qu'on est fils du maréchal, parce qu'on est général, parce qu'on est haut gradé de l'armée. Parce qu'on est en situation de guerre. Ben, on est en situation de guerre, donc il faut mettre entre parenthèses la Constitution et prendre le pouvoir. Donc ceux qui avaient contesté effectivement la prise de pouvoir du fils d'Idriss Déby ont parfaitement raison. Mais ce n'est pas le même cas que pour les coups qu'il y a eu au Mali. Parce que là, le président est mort, le maréchal est mort, la succession n'a pas été bien faite. Mais au Mali, par contre, c'est un renversement de pouvoir. C'est un président élu démocratiquement. C'est un putsch. C'est un putsch contre un président élu démocratiquement. Et par 2 reprises, il y a eu coup d'État au Mali. En Guinée, même chose. Pourquoi les militaires qui savent qu'ils veulent libérer le peuple n'ont pas pu agir avant les élections? Il suffisait d'empêcher M. Alpha Condé de se présenter aux élections et puis le problème était réglé. Mais du moment où vous laissez la personne et la personne est déclarée démocratiquement élue, vous n'avez pas le droit de toucher à la personne. Il faut attendre la fin de son mandat. Et au Burkina Faso, moi, ça ressemble un peu à du civisme parce que dans un pays où les djihadistes ont commencé par frapper dur, dans un pays où les djihadistes continuent par circuler la nuit, dans un pays où l'armée fait face effectivement à des attaques qui sont vraiment soldées par de lourdes pertes en vies humaines, on ne peut pas se hasarder à dire on met fin à la Constitution.
On ne peut pas suspendre la Constitution. Je suivais tout à l'heure, me dit que même le système de décentralisation est mis entre parenthèses parce qu'on veut révoquer les maires. Je sais qu'il y a des maires, je connais bien le Burkina Faso, je sais qu'il y a des maires dont la tête ne plaît pas tellement à la junte. Mais il faut trouver d'autres solutions. Ils ont rétabli au moins la Constitution. La Constitution rétablie, c'est une bonne chose. Et vous savez que là, déjà, ça flotte parce que quand vous voulez faire un coup d'État, ça veut dire que vous avez pris le temps de faire votre programme. C'est tout un projet. Mais si vous pouvez jouer à l'amateurisme à ce point, dire nous suspendons la Constitution, et puis, ou bien nous mettons fin à la Constitution, après vous dites nous rétablissons la Constitution, demain vous allez nous rétablir aussi le président Kaboré. Donc on sent qu'il n'y a pas, il y a de l'improvisation en ce niveau. Alors la seconde chose, c'est que en réalité, face à la menace djihadiste, les coups d'État ne constituent pas une solution. Parce que quand il y a les coups d'État, il y a plus de chaos dans le pays et les djihadistes en profitent. Aujourd'hui, le plus important, c'est que les armées africaines se tournent contre l'ennemi, se tournent contre les djihadistes, contre les extrémistes violents qui continuent pas à tuer les civils. Et quand on aura fini de faire la guerre, on va jouer à la démocratie, au plus beau coq du palais de la démocratie. Mais pour le moment, l'urgence, ce n'est pas de prendre le pouvoir. Rien ne nous dit que ces jeunes militaires qui viennent de prendre le pouvoir vont lutter efficacement contre le djihadisme, le terrorisme. La preuve, ils étaient là. Ce n'est pas les présidents qui étaient en fonction qui allaient sur le terrain. Ce n'est pas eux qui commandaient les troupes. C'est eux qui étaient chargés de trouver des solutions aux attaques djihadistes et aux attaques terroristes. Mais aujourd'hui, ils disent que bon, le président qui est en fonction ne fait pas bien. Vous savez, les alibis, comme on les appelle pour les coups d'État, c'est quoi? On dit toujours, le président a fait ceci, le peuple réclame cela, il y a insuffisance ici, nous réclamons ça, nous réclamons ça. Mais vous allez voir, dans 2 ou 3 ans, les mêmes responsables des coups d'État feront face aussi à ces mêmes problèmes. Alors, Emmanuel Vivien Tomi, on voit ces coups d'État qui sont applaudis, il faut le dire, par une partie de la population de ces pays. Vous êtes conseiller en communication politique. S'il faut donner un conseil, j'allais dire, à un chef d'État, à un politique pour mieux faire, qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement en ces temps de, si on peut le dire, de crise? Vous savez, les coups d'État qui se passent en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, on pouvait les éviter. On pouvait les éviter parce que c'est comme la question du terrorisme, c'est comme la question de l'extrémisme violent. Les gens se radicalisent tout simplement parce qu'ils sont pauvres, ils sont délaissés, ils sont mécontents, ils sont aigris, ils ont faim. Imaginez un village où le garçon n'a pas l'habitude de voir les billets de 10 000 et un jour, un beau monsieur descend et puis lui franque 3 millions, 5 millions, 6 millions. Il n'a jamais vu ça. Il dit, ben, il suffit juste que tu ailles poser cette valise-là en face du commissariat et puis bon, tu reviens prendre. Il va aller faire. Alors, pour lutter ça contre le terrorisme, il faut déjà sensibiliser les jeunes, essayer de mettre fin aux discriminations criardes. Il faut lutter efficacement contre la pauvreté. De la même façon, les meilleurs remèdes pour lutter contre les coups d'État, c'est d'éviter trop de mécontentement, d'éviter trop de pauvreté. C'est le dialogue entre les acteurs politiques. Il n'y a jamais eu de coup d'État qui a été applaudi par tous les acteurs politiques. Mais il n'y a jamais eu de coup d'État aussi non applaudi par une partie des acteurs politiques. Et tous les poutistes se lèvent très vite pour convaincre tel ou tel opposant à prendre soit le poste de Premier ministre ou à s'associer avec eux. Et vous allez voir même des acteurs politiques qui condamnent des coups d'État au début, mais après, qui se taisent. Donc aujourd'hui, un chef d'État devrait prévoir, parce que gouverner aussi, c'est prévoir, de toute façon, devrait prévoir ces crises-là et les éviter. Il faut toujours étouffer les crises dans l'œuf. Pas avec la force, mais avec la diplomatie, avec le dialogue. Si vous savez qu'il y a des opposants radicaux, mais essayez de les inviter à la table de discussion. Parce que toutes les guerres finissent par une table ronde, par une négociation. Pourquoi ne pas commencer par la négociation d'abord? Alors, dans le cas de la Guinée-Bissau, il faut dire que ce n'est pas le même contexte, mais cela arrive en un moment où il y a des coups d'État dans la sous-région.
Mais c'est ce qu'on ne peut pas expliquer. Les jeunes Africains applaudissent. Quand il y a coup d'État dans tel pays, on applaudit, on attend et puis on dit même à qui le tour. Il y a aujourd'hui beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux. Ouais. La dernière fois, on avait déjà annoncé les coups d'État dans certains pays, avec des anciennes images, des anciennes vidéos qu'on travaille. Même avec le coup d'État du Burkina Faso, on nous a déjà fait diffuser des vidéos avant même que la junte ne parle. On nous a parlé également de la libération de Gilbert Diendéré. Je pense qu'il faut que la jeunesse fasse attention. Les coups d'État ne libèrent pas. Les coups d'État servent des intérêts, certes, d'une partie de la population, peut-être aussi de toute la population, mais constituent un recul pour la démocratie. La meilleure façon de prendre le pouvoir, ce n'est pas la voie des urnes. Il n'y a pas d'autre moyen. Maintenant, si la population elle-même veut faire la révolution, ça c'est autre chose. Vous savez, on n'arrête pas une population ou un peuple qui est en révolution. La preuve en est la révolution légendaire de la révolution française. Et au Togo, il y a eu une révolution qui n'a pas peut-être abouti, qui a commencé, mais qui a favorisé effectivement certains acquis démocratiques. La liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'opinion, d'une manière ou d'une autre. Si nous sommes en train de faire cette émission sans que toi et moi on ait peur qu'à la descente, on va rentrer dans un jeep militaire, ça veut dire qu'il y a quand même une partie d'avancée. Il y a eu quand même des résultats de cette amorce démocratique que nous avons. Il y a eu une révolution, mais une révolution qui n'a pas nécessairement renversé le président de la République. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Le mandat présidentiel est limité. Même si c'est 2 ou 3 fois, mais c'est limité quand même. Avant, ce n'était pas limité. On peut aller autant de Donc fois. on pouvait aller autant qu'on voulait à la présidentielle, parce que le test n'a pas interdit cela. Mais aujourd'hui, c'est interdit, ça veut dire que ce n'est pas. Dans certains pays où il y a eu les coups d'État, on a vu aussi des présidents qui sont à un moment fermés sur eux-mêmes et sur leur entourage. C'est juste un petit groupuscule là, un groupuscule, une minorité qui prend toutes les décisions et on ne prend pas soin de, ne serait-ce que de concerter les autres, de les écouter, même si on ne va pas prendre en compte leurs paroles. Et quand vous n'avez pas le dialogue, vous avez la force qui vient. Le contraire du dialogue, c'est la force. Donc, alors, il vaut mieux que les pays africains, en commençant par les leaders, c'est-à-dire les présidents, les chefs d'État, donnent une importance particulière au dialogue. Discuter avec l'opposition, discuter avec la jeunesse, discuter avec les aigris. Vous venez dans une localité, vous faites des extractions de ressources minières et la localité n'a même pas d'eau potable. La localité n'a même pas d'école. Les gens souffrent, les jeunes sont là. Vous amenez d'autres personnes pour venir faire des réalisations dans leur milieu et ils ne sont pas associés. Tout cela peut engendrer un mécontentement. Mais je ne pense pas que la solution pour l'Afrique, c'est le coup d'État. La solution pour l'Afrique, c'est plutôt des élections transparentes, crédibles, démocratiques. Et une élection ne commence pas le jour de l'élection. Pour que les élections soient transparentes en Afrique, il faut que les acteurs politiques, surtout de l'opposition, se lèvent très tôt. Ça commence par l'avant-recensement, le recensement, les préparatifs. Il ne faut pas boycotter la CENI, et la commission chargée d'organiser les élections, et au dernier moment venir pour dire, ben, écoutez, on rentre quand même parce que vous devez aller aux élections. Si vous savez que vous devez participer au scrutin, faites tout et tout pour participer à l'organisation de A à Z. Et à chaque fin d'élection, commence l'autre cycle pour l'autre élection. Et il n'y a pas de surprise pour les élections. Alors, Emmanuel Vivien, la jeunesse qui justement applaudit ces coups d'État, met en avant le tripatouillage de la Constitution, les élections mal organisées, des pouvoirs qui sont en place. Vous allez parler en tant que conseiller en communication politique, en tant que conseiller, qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement à ces présidents qui ont le pouvoir? Ces présidents civils surtout. Il n'y a pas de demi-coup d'État. Un coup d'État, c'est un coup d'État. Il y a ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel, qui est aussi interdit par la loi, et un coup d'État militaire, un putsch. Alors, ceux qui font les coups d'État constitutionnels, ils sont aussi des putschistes, au même titre que ceux qui ont pris les armes pour tenter de prendre notre ami Embalo la dernière fois, ça n'a pas marché.
ceux qui ont pris les armes au Burkina Faso, ceux qui ont pris les armes au Mali, en Guinée. Et à partir de l'analyse là, comment vous voyez les réactions tous azimuts de la CEDEAO? Aujourd'hui, la CEDEAO est dos au mur. La CEDEAO n'est pas arrivée à prévenir et à prévoir. On a l'impression que la CEDEAO travaille le jour au jour et fait face aux situations. Déjà, il y a des informations qui circulaient avant même la fin de l'année 2021 qu'il y aura une série de coups d'État. Une organisation bien structurée comme la CEDEAO devrait dévancer les choses. Ouais. Ensuite, les présidents qui voulaient changer, tripatouiller leur constitution, la CEDEAO devrait les rappeler à l'ordre. De la même façon qu'on est parti voir Djamé en Gambie pour lui dire non, on devrait aller dire aussi au président, ne touchez pas à vos constitutions si c'est pour vous permettre de vous présenter éternellement. Donc, on a échoué à ce niveau, au niveau de la CEDEAO. Ensuite, on a comme l'impression que la CEDEAO, quand même, c'est elle qui est mise devant, elle ne fait que suivre un peu les dictats de certaines autres instances supranationales ou de certaines puissances. Ce n'est pas vérifié, mais c'est l'impression que cela donne. Donc, la CEDEAO doit tout faire pour être encore plus crédible au niveau des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup vont vous dire que la CEDEAO, c'est un syndicat des chefs d'État, ce qui n'est pas vrai. La CEDEAO fait beaucoup de réalisations pour les Africains. Mais je crois qu'il y a la partie politique qui n'était pas intégrée au début. Parce qu'au début, on parlait beaucoup de l'économie. La partie politique qu'on a intégrée pose un peu problème parce qu'on n'arrive pas à gérer les crises. On n'arrive pas à aller au-delà de ces crises-là. Et la CEDEAO ne doit pas rester là pour juste venir puis dire « je condamne les coups d'État », mais essayer de voir quelles sont les causes de ces coups d'État et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour étouffer effectivement ces contestations, pour étouffer ces coups d'État-là. Aujourd'hui, la CEDEAO doit faire un forum ou carrément des séminaires, se remettre en cause et puis reconquérir le cœur des citoyens de la sous-région. Si la CEDEAO ne sait pas faire, elle sera crachée par tous les citoyens de la sous-région. La CEDEAO n'est pas là pour les chefs d'État, la CEDEAO est là pour tous les peuples de la sous-région. Aujourd'hui, il faut montrer la bonne volonté. Quand quelqu'un fait un coup d'État constitutionnel, il faut le remettre à sa place. Il ne faut pas attendre seulement les putschs militaires pour intervenir. Ensuite, avant de prendre les décisions, il faut faire très attention pour que ces décisions ne soient pas impopulaires. Parce que si vous savez que vous ne pouvez pas appliquer une décision, ne la prenez pas. Vous voyez, aujourd'hui, je pense que les sanctions contre le Mali, c'est la CEDEAO et puis l'UEMOA. Pourquoi? Parce que l'UEMOA détient certaines puissances que la CEDEAO n'a pas. Il y a certaines sanctions, c'est l'UEMOA seulement qui pourra l'appliquer. En même temps aussi, la CEDEAO s'appuie sur l'UEMOA pour prendre cette décision. Et qu'est-ce que la France dit? La France dit, je m'aligne derrière tout ce que la CEDEAO va dire. Alors, si vous avez cette possibilité que la France, l'Union africaine et l'ONU et les autres puissances s'alignent aussi derrière vos décisions, il faut prendre vraiment le temps d'analyser les situations. Il faut dévancer les événements. Il ne faut pas attendre. Et quand il y a eu déjà 2-3 coups d'État, il faudra essayer de voir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Convoquer une conférence, essayer de faire des colloques pour analyser les situations, appeler et les chefs d'État ou ceux qui sont au pouvoir et les principaux opposants à une grande rencontre. Essayer de voir dans tel pays qu'est-ce qui pourrait être source de conflit, qu'est-ce qui pourrait être source de mécontentement, pouvoir amener à un putsch, à un coup d'État. Et il faut prévoir. Il ne faut pas attendre juste pour faire le médecin après la mort. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé, Michel, et beaucoup de courage. Merci beaucoup. On marque la pause pour le journal. Et derrière, on reçoit Kosigan Akouité et puis Francisco Napokura pour Regard Croisé.